Bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette nouvelle édition. C'est la 6e édition de ce séminaire sur les rythmologies. Vous avez vu, je pense, passer un très beau programme cette année. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'on démarre avec Dietmar Wetzel et on finira avec Hartmut Rosa. Et vous verrez qu'il y a un lien quand même entre ces deux personnages importants pour moi, voilà, et pour d'autres aussi. Je voulais vous signaler ce programme, dire qu'on est à la 6e édition, signaler aussi que au-delà du programme, on vient de sortir un ouvrage qui est tout chaud chez Rhythmos, qui s'appelle les rythmes à l'épreuve du corps et du vivant. Voilà, qui regroupe 11 contributions des précédents séminaires et qu'on a sous le coude, puisqu'on a tous les articles, on a les deux autres ouvrages qui sont sous le coude. Donc voilà pour les petites informations sur le séminaire. Je vous rappelle quand même l'objet de la démarche. C'est on a pris avec Christian Graff qui devrait nous rejoindre, parce qu'il reçoit une délégation aujourd'hui de chercheurs du monde entier à Grenoble, je crois. Et en tout cas, l'idée qu'on a eue à quelques-uns, dont Olivier, donc et Gégul Cancat, dont Céline Tritz, d'autres collègues de Grenoble, on avait eu l'idée de choisir la notion de rythme comme une clé d'entrée de lecture et d'écriture des mondes en mouvement. Voilà, le rythme au sens de manière de fluer, et non pas juste de pic et de creux, de métrone, comme dirait Christian. Et la deuxième proposition qu'on a faite, c'est de jouer l'interdisciplinarité. Voilà, et je ne me trompe pas en disant que notre intervenant du jour est aussi quelqu'un qui flirte beaucoup avec l'interdisciplinarité, voire l'indisciplinarité, mais il nous en dira certainement un mot. On est nombreux déjà en ligne, on est une trentaine, et il y a notamment il y a aussi des collègues qui sont connectés, des jeunes étudiants qui sont en séminaire sur la fabrique urbaine, la transition, et qui travaille beaucoup sur les notions de rythme, d'ambiance, de résonance. Donc je les salue, ils sont dans la salle au-dessus pour celles et ceux qui sont du côté de Toulouse, et puis pour d'autres, ils sont peut-être du côté de Hanoï. On a aussi des collectifs d'étudiants qui nous suivent. Voilà, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, on a la chance depuis Berne de recevoir notre collègue Dietmar Wetzel, sur un thème magnifique, un titre qu'il nous a proposé, vers une sociologie de la voix, rythme, improvisation et relation au monde. Il y a tout, ou presque dans ce titre. Signaler pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, mais je sais qu'il deviendra actif dans notre réseau. Il en a d'autres, des réseaux, mais j'espère qu'il sera actif avec nous dans les réseaux. Moi, c'est quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer cet été du côté de Cérisy, pour un colloque autour de la résonance, et voilà, qu'il a mené de main de maître, et voilà, et qu'il a fait résonner aussi. C'était un moment très très important, et ça, je crois qu'on partage aussi dans rythmologie cette envie du gai savoir, et de vivre les choses en situation, quoi, et pas simplement de façon très docte, à partir d'exposés très doctes. Voilà, donc simplement signaler quand même pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dietmar, qu'il est sociologue. Il est professeur en sciences sociales à la Medical School de Hambourg. Il m'a dit de ne pas en dire beaucoup plus sur lui, et qu'il y a des CV qui circulent, notamment sur les sites Internet que vous connaissez bien. Je vais simplement, moi, me permettre de signaler un Hambourg qui va paraître chez Springer, un éditeur quand même prestigieux sur la question de la résonance. Et il va paraître, je crois, en allemand la première fois, et en anglais, et puis peut-être un jour en français, mais au moins en anglais. Je voulais également signaler, avant de te donner la parole, que tu as accepté de faire cet exposé en français, hein, pour un réseau international qui est principalement francophone. Tu pourras compléter si ça bloquait à partir de l'anglais, notamment, que tu maîtrises bien. Mais je te remercie vraiment de partager avec nous dans la langue qui est, je sais pas, peut-être ta quatrième langue ou ta cinquième langue, je sais plus trop. En tout cas, merci beaucoup, Dietmar. J'ai été déjà bien trop long. Je te cède la parole. Je rappelle le titre: vers une sociologie de la voix, rythme, improvisation et relation au monde. Tu as 1 heure.
Et puis après, on essaiera d'échanger, on essaiera de terminer vers 13h30, 13h35, voilà, pour être précis, un peu plus court que d'habitude. Est-ce que ça te convient, Dietmar? C'est super, merci Luc. Voilà, j'essaierai d'être le technicien qui passera les vidéos, donc ne m'en voulez pas hein, si je ne suis pas Voilà. très efficace. Merci. OK, À toi. merci beaucoup Luc pour l'invitation et pour la possibilité de parler ici sur un thème, j'espère, assez intéressant sur la sociologie de la voix. Et je commence un peu avec des remarques personnelles. Voilà. Euh, pour commencer, permettez-moi euh, tout d'abord de faire quelques remarques personnelles. Je m'intéresse depuis quelque temps à la voix et aux voix d'un point de vue sociologique et philosophique. J'ai pu présenter mes premiers résultats lors du colloque consacré à Hartmut Rosa, déjà mentionné, à la fin de l'été dernier à Cerisy. Dans la pratique, j'essaie depuis plus de 2 ans d'améliorer mes capacités vocales et chanter avec mon professeur. Bien sûr, c'est précisément le rapport entre la théorie et la pratique qui me motive à créer peut-être un projet plus vaste sur la sociologie de la voix des voix. Voilà. Quoi qu'il en soit, la voix et les voix ont fait l'objet de quelques réflexions importantes en philosophie, en théorie musicale, en littérature, etc., sur lesquelles je ne m'entendrai pas ici. En sociologie, les travaux sont jusqu'à présent nettement moins nombreux. Cela tient peut-être à la difficulté de saisir la voix, car elle est difficilement concevable comme objet et un état concret. Elle est plutôt essentiellement mouvement, processus. On pourrait dire le lieu de la voix est l'activité du corps qui la produit. La voix est la trace du corps dans la parole. Cela signifie que le corps se manifeste dans la voix. La particularité de la vocalité est régulièrement soulignée. Dans l'acte de parler, la voix apparaît comme un moment émotionnel. Son apparence sensuelle possède une singularité incomparable. Qu'elle soit l'expression d'un pouvoir affirmé ou la réaction à un sentiment d'impuissance. Qu'elle soit une invocation exigeante de l'autre ou une présence envahissante. L'articulation vocale est étroitement liée à une forme d'interaction humaine qui repose moins sur le cognitif et l'argumentatif que sur l'affectif. En tant que composante de notre corporalité fondamentale et existentielle, la voix renvoie à la fois à notre dépendance et à un désir qui s'adresse toujours aux autres. Dans la vocalité, nous n'apparaissons donc pas comme des êtres abstraits, mais comme des existences situées et ancrées dans le corps. De manière sommaire, la voix remplit différentes fonctions pour lesquelles je m'appuie ici sur les travaux de Schützeichel, Krämer et Waldenfels. Premier, l'individualisation de l'orateur. Nos voix nous rendent uniques, elles font partie de notre identité sociale. Deuxième, la reconnaissance de la voix. Je prends potentiellement au sérieux ce que dit l'autre. J'entre dans une relation responsive, comme Weidenfels a dit. L'espace de communication, troisième point, les voix deviennent audibles dans l'espace et nous essayons automatiquement de localiser les voix que nous rencontrons dans cet espace. Quatrième point, intentionnalité affective de la voix. Les voix se réfèrent à quelque chose les unes aux autres et se conditionnent mutuellement. Ainsi, les atmosphères émotionnelles sont responsables des messages qui sont transmis, des thèmes qui sont abordés et de la manière dont quelque chose est compris. Cinquième point, sélectivité sociale de la voix. La première impression est souvent basée sur la voix de l'interlocuteur. Est-ce que je commence à communiquer ou est-ce que je préfère me retirer? Sixième point, effet de la voix. L'expression vocale donne des indications sur ma disposition à agir, etc. et peut motiver d'autres personnes à réagir. Il me semble essentiel que la voix se distingue de tous les autres gestes et expressions corporelles car elle relie les perceptions et l'attention. La manifestation et l'expression de la voix renvoient
outre ce que est dit et voulu, et à la signification situationnelle. Dans le cadre d'une perspective théorique de la résonance, ces intentions évaluatives, en particulier l'expression affective, les émotions et les sentiments, prennent une importance particulière car elles sont un indicateur sensible de la manière dont les relations avec le monde nous interpellent et nous touchent physiquement, personnellement ou dans notre appartenance à des communautés sociales. Breyer et Fender soulignent, je le cite, que la résonance, le rythme et la synchronisation, si nous les considérons comme des capacités ou des possibilités de s'harmoniser et de synchroniser et de bouger ensemble, sont des phénomènes qui doivent toujours être considérés en corrélation avec le contexte spatial situationnel, habituel personnel et linguistique cognitif respectif. L'établissement d'une cohérence interactive dépend de l'interaction de ces différents facteurs contextuels. Fin de la citation. Voilà, mes thèses structurantes. La résonance est une relation affective et mondiale multiconstellative qui doit être comprise comme un élément important d'une vie bien vécue. Deuxième point, les expériences de résonance sont potentiellement rendues possibles par l'utilisation de la ou des voix et en même temps influencées par les conditions cadres institutionnelles. Le rythme, ou plus précisément le rythmos, structure à la fois la voix et les relations sociales de résonance dans le temps et l'espace. L'improvisation ouvre des espaces de résonance pour les interactions sociales et également pour la ou les voix, comme le montrent les deux ensembles empiriques choisis. Voilà, structure le plan. Après cette introduction qui aborde les premiers contours d'une sociologie de la voix, j'aborde dans la section suivante les relations mondiales et la résonance comme cadre théorique. Je parle ensuite de la voix comme pratique relationnelle et potentiel de résonance avant d'aborder le rythmos et le rythme dans la quatrième section. La cinquième partie traite de l'improvisation en tant que formation rythmique. J'essaierai ensuite d'établir des liens empiriques, l'un avec Al Jarreau et le morceau Take Five, l'autre avec le chant de stade O San Lorenzo. Je terminerai par une conclusion et un bref aperçu de l'avenir. Voilà, les relations au monde et la résonance comme cadre théorique. Que signifie la résonance et le discours sur les relations au monde? La résonance est une catégorie à la fois descriptive et normative. Selon Rosa, la société tardive, moderne tardive, est confrontée à des problèmes d'aliénation, d'accélération et de mutisme. La résonance pourrait être une réponse et offrir une orientation possible pour une vie bien menée. Structure et dimension de la résonance. La théorie de Rosa décrit les relations au monde comme des relations dynamiques entre le sujet et le monde, qui ne peuvent être réduites à une interaction fonctionnelle. Les relations au monde résonantes naissent de l'interaction de quatre éléments fondamentaux. Premièrement, la résonance présuppose une affectivité. Le monde doit toucher le sujet d'une manière qui déclenche une implication intérieure et une réceptivité. La relation au monde est ici comprise comme un processus émotionnel dans lequel le monde n'est pas seulement un objet, mais un interlocuteur. Deuxièmement, l'auto-efficacité est nécessaire. Les relations résonantes avec le monde ne naissent que lorsque le sujet peut répondre à ses appels et intervenir activement. La résonance se perçoit comme les créateurs de leurs relations au monde. Troisièmement, la résonance conduit à une transformation. Les relations au monde changent lorsque le sujet acquiert de nouvelles perspectives ou accède au monde d'une nouvelle manière grâce à des expériences résonantes. Ces changements concernent à la fois la perception de soi et la compréhension du monde et peuvent entraîner des changements d'orientation à long terme. Quatrièmement, la résonance reste indisponible. Elle ne peut être créée, planifiée ou garantie. C'est précisément la reconnaissance de l'autonomie du monde qui est la condition préalable à la possibilité même de relations résonantes avec le monde. Ensemble, ces éléments marquent
un modèle de relation réussi avec le monde qui se distingue clairement des modes de vie modernes, instrumentaux, axés sur le contrôle et souvent aliénants. Axe de résonance. Rosa développe la pluralité de relations mondiales possibles le long de 3 axes de résonance qui rendent visibles différents domaines de l'être au monde. L'axe horizontal concerne les relations mondiales entre les personnes. La résonance se manifeste ici dans des actions basées sur la confiance, la reconnaissance et l'ouverture émotionnelle. De telles relations permettent une forme d'appropriation sociale du monde dans laquelle l'autre n'est pas un objet, mais un monde partagé. L'axe diagonal englobe les relations avec le monde matériel, pratique et institutionnel, en particulier dans le travail, l'éducation et les activités créatives. Les relations résonantes avec le monde naissent là où les personnes trouvent un sens, font l'expérience de l'efficacité et développent une relation active avec les choses et les structures de leur environnement. Enfin, l'axe vertical renvoie à des relations avec le monde qui dépassent le quotidien. Les expériences de la nature, les expériences esthétiques ou les pratiques spirituelles ouvrent une relation à des ordres plus larges, dans lequel le sujet se perçoit comme faisant partie d'un contexte plus vaste. Ces axes agissent toujours au sein d'espaces de résonance culturels structurés par les valeurs sociales, les institutions et les modes de vie. Ils déterminent de manière décisive quelles formes de relations au monde sont possibles et lesquelles sont bloquées. Récemment, un 4e axe s'est ajouté, à savoir l'axe intrasubjectif, qui est très fortement orienté vers l'intérieur à partir du sujet et s'exprime, par exemple, par la voix, bien sûr. Dans l'ensemble, Rosa développe un modèle complexe de relation avec le monde en résonance qui combine la réceptivité affective, la participation active, le potentiel de transformation et la reconnaissance de l'indisponibilité du monde. Le modèle des axes montre que les relations mondiales prennent différentes formes dans ces contextes sociaux, pratiques et transcendants, tout en étant encadrés culturellement et institutionnellement. La résonance apparaît ainsi comme une alternative aux relations mondiales aliénées et en même temps comme une perspective théorique sur l'être humain dans le monde dans toute son ampleur. Voilà. 3e point, les voies comme pratiques relationnelles et potentielles de résonance. La voix et les voix au pluriel peuvent être généralement comprises comme un moyen de résonance possible. La voix produit un son et une vibration, une rencontre potentiellement résonnante avec d'autres sujets ou avec l'espace matériel sonore. Il convient également de mentionner les fonctions sociales de la voix. Elle sert d'instrument de présence sociale. Lorsque les acteurs élèvent la voix, cela crée une participation et une visibilité. En même temps, il s'agit toujours du complexe voix et pouvoir. Qui parle, qui est entendu, qui a une voix et quelle voix reste muette. Et que disent la théorie des relations mondiales en général et la théorie de la résonance en particulier à propos de la voix et des humeurs? Rosa met en avant la voix comme l'organe par lequel les êtres humains créent consciemment des résonances avec le monde. Pour lui, la voix n'est pas seulement un moyen technique de communication, mais le lieu central où se décide la qualité de la relation entre le sujet et le monde. Dans ses travaux, il revient sans cesse sur ce thème. La voix est à la fois la condition préalable et l'expression de relations résonantes avec le monde. Elle montre en même temps la différence fondamentale entre la résonance vivante et les opérations purement algorithmiques. Alors que le traitement machine se base exclusivement sur le contenu exprimé, la voix humaine relie la production elle-même, l'acte situationnel et affectif de la parole au contenu exprimé. Pour Rosa, c'est la partie performative, le dire, que recèle le véritable potentiel de résonance. Christophe Ricker a récemment montré que les traductrices et traducteurs qui développent leur propre voix réfléchis s'inscrivent précisément dans la continuité productive de la théorie de Rosa. Les humeurs occupent une place centrale. Rosa les interprète comme des formes élémentaires de relations au monde qui précèdent la séparation entre le sujet et l'objet.
Pour lui, les humeurs sont des modes affectifs fondamentaux à travers lesquels les êtres humains entrent en contact avec leur environnement et qui constituent un axe primaire de l'expérience résonante. Elle relie les dimensions physiques, émotionnelles et situationnelles de l'expérience. La voix elle-même porte également cette multiplicité. Elle a des bases physiologiques et ancrée socialement et façonnée culturellement. Lorsque les acteurs politiques parlent par exemple de vote ou de climat dans le pays, Rosa souligne qu'il ne s'agit pas seulement d'expressions imaginées, mais de l'expression du rôle particulier de la voix dans le processus de résonance politique. Dans cette perspective, la voix et le climat prennent une importance politique indéniable. Rosa conçoit la démocratie fondamentale comme un arrangement qui permet à chaque individu de se faire entendre et favorise ainsi une polyphonie productive. La conception politique devient ainsi un processus de résonance entre différentes voix. Le philosophe Jacques Rancière développe une vision similaire. Dans le livre La mésentente, il interprète la voix comme une capacité à créer du sens et à exiger la reconnaissance. La démocratie naît donc lorsque ceux dont l'articulation n'était jusqu'alors considérée comme du bruit se font entendre et perturbent ainsi l'ordre existant de la perception. Dans cette perspective, la voix devient un moyen d'égalité politique et un levier central de transformation des espaces sociaux. Dans le domaine de la médiation musicale, par exemple, Müller-Brozovic fait référence à un modèle de médiation musicale orienté vers la résonance, qui inclut explicitement la voix, le rythme et la relation. Quatrième point, rythme et rythmos. Il est intéressant de noter que la théorie de la résonance, selon Rosa, ne s'est pas intéressée au rythme. Peut-être le fera-t-il dans le cadre de ce colloque l'année prochaine. Et je lui offre déjà une occasion en or, peut-être. Traditionnellement, le rythme peut être compris comme une régularité temporelle ou un motif de répétition, variation, flux, oscillation. Au sens large, le rythme désigne toute succession formalisée de contrastes temporels récurrent au sein d'un événement global, comme l'alternance du jour et de la nuit. En musique, le terme se réfère plus spécifiquement à l'ordre des unités sonores dans le cadre d'un système métrique. Le rythme contribue de manière significative à la base affective d'une œuvre musicale. Sa caractéristique constitutive est une périodicité structurelle, la répétition constante de motifs similaires qui permet de le définir conceptuellement moins comme un événement ponctuel que comme un processus continu. On sait que la musique grecque antique considérait la création artistique comme une interaction indissociable entre le son, la parole et le mouvement. Ces trois formes d'expression étaient reliées entre elles par le rythme, qui structurait dans le temps le mouvement physique et linguistique musical. Dans cette mesure, nous pourrions comprendre le rythme comme une dimension structurante de la résonance. Lorsque la voix est rythmée, rythme de la parole, rythme musical, rythme de groupe, il se crée un champ social dans lequel la résonance peut avoir lieu, le son rencontre l'espace d'écoute, les voix se rencontrent, les groupes communiquent de manière rythmique. Les rythmes structurent très fortement les processus sociaux et temporels et la temporalité des expériences de résonance qui se manifestent dans un tournement temporel est sans cesse soulignée. La différence entre le rythmos et le rythme moderne, mise en évidence par exemple par Benveniste, que je n'avais pas beaucoup lu jusqu'à présent, tout comme Hartmut Rosa probablement, peut être exploitée de plusieurs manières sur le plan théorique pour la théorie de la résonance, en particulier en ce qui concerne la notion de voix. Je mentionne 4 points centraux. Forme processuelle plutôt que structure métrique. Du point de vue de la théorie de la résonance, la voix est bien sûr aussi, mais pas principalement, un objet acoustique, mais une expérience relationnelle qui se forme et se modifie en fonction de la situation. Le rythmos de Benveniste, compris comme une manière de fluer, correspond exactement à cette idée d'une forme émergente, dépendante du contexte,
qui n'est pas déterminé par un système de mesure ou d'ordre prédéfini. La voix ne serait donc pas une caractéristique fixe, mais une formation variable et réactive au contact. Ouverture et contingence comme condition préalable à la résonance. La résonance présuppose la possibilité d'une indisponibilité unilatérale. Le concept prémétrique de Rüthmos souligne la contingence de la non-fixabilité des processus de résonance. La voix se révèle de manière situationnelle sans être entièrement contrôlable ou reproductible. Cela évite de confondre la résonance avec l'harmonie ou la synchronisation mécanique, une critique qui revient malheureusement souvent, mais qui est tout simplement erronée. Transformation dynamique plutôt que stabilisation des modèles. La résonance décrit une relation de réponse mobile et asymétrique dans laquelle le sujet et le monde se transforment mutuellement. Rüthmos fournit à cet effet un modèle conceptuel précis. Il met l'accent sur le mouvement, la modulation et la variation, caractéristiques centrales de la résonance vocale, par exemple dans la parole, le chant ou les pratiques vocales intersubjectives. Finalement, la voix comme forme relationnelle temporelle. Lorsque la voix est considérée comme un phénomène rythmique, sa qualité temporaire, relationnelle et corporelle est mise en avant. Cela permet de prendre conceptuellement ses distances par rapport aux conceptions normatives et métriquement structurées de la vocalité, par exemple intonation correcte, modèle de fréquence stable, et renforce la compréhension de la voix comme une articulation résonante et changeante de la relation au monde. En bref, le concept de Rüthmos de Benveniste offre un outil théorique pour penser la voix comme une forme processuelle, émergente et indisponible, et donc comme un moyen central de relation résonante avec le monde au sens de la théorie de la résonance. Cinquième point, l'improvisation comme forme rythmique. Le mot improvisation vient du latin improvisus et peut être décomposé en trois parties, improvidere. Videre signifie voir, pro signifie ici avant et implique une référence au futur. In est une négation et peut être traduit en français par pas ou non. La combinaison de trois mots pas, avant, voir nie une vision qui se réfère à l'avenir. Cela semble évident, nous ne savons pas comment les choses vont évoluer. L'improvisation joue un rôle particulièrement important dans le contexte d'une réflexion sur la musique médio-passive. L'improvisation ouvre des espaces de résonance avec un risque d'échec, bien sûr. Il s'agit toujours de libérer une énergie émotionnelle et sociale, aussi un thème qui aborde Aboutrosa. Ailleurs, j'ai réfléchi à l'importance du rire et de l'humour dans l'improvisation, mais c'est autre chose. La connexion entre les rythmes et la théorie de la résonance peut être développée de manière particulièrement précise en ce qui concerne l'improvisation. L'improvisation n'apparaît alors pas comme une créativité spontanée au sens courant du terme, mais comme une formation rythmique qui n'est ni totalement contingente, ni métriquement fixée. L'improvisation comme formation fluide. L'improvisation produit des formes temporaires façonnées par la situation, lignes mélodiques, mouvements corporels, séquences verbales, qui se transforment continuellement. C'est exactement ce que décrit le Rüthmos de Benveniste. Une forme temporaire et mobile qui se configure au cours du processus. L'improvisation devient ainsi une pratique paradigmatique de l'action rythmique. Deuxième point, la résonance comme niveau relationnel structurant de l'improvisation. Dans l'improvisation, les acteurs répondent les uns les autres et à la situation. Ils se laissent interpeller et répondre. Cette relation de réponse contingente correspond à la dynamique de la théorie de la résonance. Rüthmos met l'accent sur la formation ouverte de forme qui ne résulte pas d'une régularité métrique, mais d'une réactivité réciproque, un principe fondamental de toute interaction improvisée. Troisième point, la voix comme moyen d'improvisation rythmique. L'improvisation vocale
Dans le langage, le chant, la production de son ne fonctionne pas selon des grilles rythmiques stables, mais selon des modulations micro-temporelles, des gestes respiratoires, des invocations et des micro-réponses affectives. La voix devient ainsi une interface rythmique. Elle forme des relations sans fixation métrique par des variations situationnelles. Cela correspond exactement à l'idée de la voix comme moyen de relation résonante avec le monde. Quatrième point, l'obstination et indisponibilité. L'improvisation ne réussit pas grâce à un contrôle total. Elle contient toujours une part d'indisponible, d'imprévisible. Cela correspond à la fois à l'axiome disponibilité de Rosa et au principe rythmique de Benveniste. Formulé de manière paradoxale, l'improvisation est donc une pratique qui utilise de manière productive l'impossibilité de fixation. La forme naît en même temps qu'elle s'échappe. Cinquième point, rythmique collective. Dans l'improvisation musicale ou performative en particulier, il se crée une forme collective qui n'est pas donnée à l'avance. Le rythme se manifeste ici comme une formation commune et émergente, un moment central de résonance collective dans lequel les voix, les corps et les sons se modulent mutuellement. En résumé, l'improvisation peut être comprise comme un processus rythmique qui combine la formation de formes processuelles, la réactivité relationnelle et l'indisponibilité des dynamiques résonantes. Elle n'est ni une simple liberté ni un simple respect des règles, mais une formation de formes mobiles et résonantes qui réunit la voix, le corps et le monde dans un processus ouvert et non métrique. Application empirique. Dans ce qui suit, je vais tenter d'approfondir le thème résonance, rythme, rythmos, improvisation et voix. À l'aide de deux exemples empiriques, il ne s'agit pas encore d'interprétation définitive, car celles-ci ne peuvent de toute façon pas exister, mais plutôt des propositions d'interprétation. Voilà. Et maintenant, si c'est possible, Luc, on peut écouter l'exemple premier à Jérôme. Je vais tenter l'exercice. Alors, je vais lancer Aljaro et je vais partager. Voilà. Je vais lancer Aljaro, je vais mettre sur Aljaro et je vais partager à partir de là. Je demande un petit instant. Partager Aljaro. Donc, je partage Aljaro. Est-ce qu'il est partagé là? Est-ce que vous le voyez, Aljaro? Oui, c'est bon, Luc. Oui. Voilà, alors je lance là du coup. Hein. Allez. Never Perfect from my first album. We'd like to visit the buildings again. Do something different right now. Sometimes if words and music get a little bit words and music get a little bit mixed together. You don't know quite what to say. So I want you to think about it. I used to visit this girl who lived not too far from me in Milwaukee, working in the brewery. And I go up and every morning I would walk by her house and she'd be sitting on the front, sitting out on the sitting on it, sewing. A little bit.
little bit weed, little bit bitch, I take it back one. Merci, Luc. Ça suffit. Voilà. Ajero, take 5. Merci, Luc. Ça aide beaucoup. Ah, déjà là. Tu peux arrêter, Luc? Il nous entend plus, Luc. Il est parti. Conversation now is all right. When you take a bite. Luc? Ah, maintenant c'est fini, Luc? Ça va? Ah, déjà là. Ça a l'air d'être bon. Merci. Bon, merci. Je peux continuer? Merci. Merci, oui, bien sûr. OK. Ouais. OK, d'accord, merci. Je continue, hein. Je continue avec l'interprétation. Alors, dans cette séquence qui était un peu lente peut-être, mais c'est mieux que rien, le merveilleux chanteur de jazz Ajero, qui est d'ailleurs l'une de mes voix préférées, joue avec le public et avec la langue. Son chant nous conduit lentement et de manière humoristique vers un classique de l'histoire du jazz, Take 5, de Paul Desmond, rendu célèbre notamment par Dave Brubeck. L'entrée en scène de Jarreau se caractérise par une intensification immédiatement perceptible de sa présence physique. Au lieu de reprendre directement le groove iconique en 5/4, Jarreau établit d'abord un chant vocal composé de sons respiratoires rythmés, des syllabes percussives et de courts fragments mélodiques. Musicalement, un espace intermédiaire se crée. Ce n'est pas le début complet d'une chanson, ni un maître établi, mais plutôt une approche sonore, une approche prudente de la situation musicale. Du point de vue de la théorie de la résonance, on peut parler ici d'une phase d'affectation. Jarreau crée un environnement qui touche les auditeurs sur le plan auditif et somatique avant même qu'ils ne sachent où la musique va les mener. Sa voix sert de point d'ancrage principal, créant une proximité immédiate.
La corporalité vocale comme offre de résonance. Ce qui caractérise Jarreau, c'est que sa voix ne sert pas ici de moyen de transport d'une chanson, mais qu'elle est une présence sonore à part entière. Les percussions vocales, vocal percussion, créent une texture qui résonne physiquement. Les subtiles micro-variations du timbre, de volume et de respiration montrent que Jarreau utilise sa voix comme un instrument corporel résonnant. L'impression d'une approche ludique invite le public à une forme d'écoute en résonance. La relation entre le chanteur et le public n'est pas ouverte par des attentes musicales, mais par des événements sonores. Il en résulte un axe de résonance entre le chanteur et le public qui, dès le premier instant, est clairement structuré de manière horizontale. Jarreau ne propose pas une surface sonore fermée et parfaitement produite, mais une invitation ouverte à résonner avec lui. Auto-efficacité et conception dialogique. Avant même l'entrée en scène du groupe, une situation s'est créée que Rosa qualifierait auto-efficacité. Jarreau réagit de manière audible à l'atmosphère de la salle, la manipulation du micro, les entrées légèrement retardées, l'émission consciente de son respiratoire. Ces gestes montrent qu'il s'adapte activement aux conditions acoustiques du concert. En même temps, il signale au public de manière non verbale qui fait partie du processus musical. Par ses signes corporels, gestes, sourires discrets, contacts visuels, il montre clairement que la performance n'est pas reproduite mécaniquement, mais qu'elle se crée dans l'instant présent. Cette configuration dialogique correspond exactement à ce que la théorie de la résonance décrit comme une relation mutuelle au monde. Pratique de résonance dans l'instant live. Au début de la performance, on peut reconnaître des pratiques de résonance typiques. Pratique de synchronisation. La répétition de courts motifs rythmiques facilite l'administration physique du public, balancement, mouvement de tête. La performance ouvre ainsi un espace corporel dans lequel la synchronisation devient possible. Une étape préliminaire aux relations mondiales résonantes. Moment d'indisponibilité contrôlée. Jarreau fait des pauses, interrompt les motifs, module les manières surprenantes de la hauteur du son. Autant d'éléments qui n'empêchent pas l'indisponibilité, mais la mettent délibérément en scène. Il en résulte une tension qui rend le public réceptif à une interpellation dans le moment. Jeu avec les structures d'attente. Comme Take 5 est un morceau connu dans le monde entier, Jarreau joue délibérément avec l'attente que le groove caractéristique en 5/4 commence immédiatement. Le retard crée un espace d'attente résonnante. Le public reste attentif, la chanson gagne en densité situationnelle. La transformation comme mouvement performatif. Dès que le groove commence, généralement légèrement modifié ou décalé, la transformation devient perceptible, le débit ouvert est fragile et transforme en une structure musicale structurée. En termes de théorie de la résonance, cela signifie que l'ouverture affective initiale se condense en une relation stable avec le monde. Le public passe d'une attente attentive à une participation active, applaudissements, respiration. Jarreau lui-même passe d'un mode de recherche à un mode de création souverain. Il en résulte une transformation mutuelle du chanteur, de la chanson et du public, c'est-à-dire précisément le processus de transformation que Rosa décrit comme le cœur des expériences résonantes. Moments verticaux de résonance. Il est intéressant de noter que l'introduction de Jarreau contient également des éléments de l'axe de résonance verticale. Les effets sonores et les passages modulés en fosse ont écho au son de la nature ou aux couleurs instrumentales. Le débit revêt souvent une qualité presque spirituelle, l'ouverture d'un espace sonore plus vaste, indéfinissable. Jarreau travaille avec une forme de transcendance vocale. La voix se détache momentanément de son caractère sémantique. De tels moments permettent de sortir du quotidien et ouvrent un espace dans lequel la musique peut être vécue comme une relation plus globale au monde. Chant dans les stades, chant des supporters, l'autre assemblée publique au San Lorenzo. Luc, encore une fois, c'est possible? C'est possible, je vais essayer de partager, donc je vais le mettre ici. Oui, merci. Désolé, le son, je pense que c'est un peu compliqué pour vous, mais bon, on va essayer.
Voilà. Je le repasse. Avant de le passer en pleine page, je vais le lancer. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que C'est fini? oui, c'est fini. Euh, Pas le son. je n'ai rien entendu, mais peut-être les autres ont. Non, 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 on n'avait pas le son. On a mis à peu près tout, je pense, dans le chat. Ah, Son. Ah, alors, oui. Il faudrait en fait mieux partager peut-être les liens pour que chacun puisse aller voir quand c'est en Ah, public. ah oui, oui, vous oui. n'avez pas entendu, en fait. C'est ça? Non, 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 on l'a indiqué dans le chat, mais tu dois pas avoir ton chat. Full HD Replay jetzt gegen 12 Monate Satu Ultimate für nur 120 Ah, Franken. vous entendez quelque chose, là? Là, c'est bon, ouais. Alors, on essaie comme ça. Full HD Replay jetzt gegen 12 Monate Satu Ultimate für nur 120 Franken. Show everybody. Olli, du Vorfreude auf deine Anlässe. Maintenant. Est-ce que vous entendez, là? On n'a plus rien là maintenant. Non. Ah, Il n'y a plus rien, plus de son. Je vous propose, peut-être j'envoie les liens, Dietmar, j'envoie les liens dans le chat, d'accord? Mm, Ça te convient? super, super. Je suis désolé, je croyais que vous entendiez également. Bon, c'est compliqué là avec les vidéos à distance comme ça. Ah, On a essayé d'ailleurs, ça fonctionnait, là, ça fonctionne pas. Donc, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. bon. Vous voulez que je réessaye une fois ou pas? Non? Bof, je sais pas. Je vais essayer encore une fois, sinon je continue. Hein. C'est dommage, ouais. Ça fonctionne pas. Tu dois avoir une option de partage dans le son, sur le son, Luc.
Ouais, normalement, avant de lancer, effectivement, tu dois avoir quelque chose pour partager dans Zoom le son, il te dit, et après tu peux lancer, mais comme là c'est déjà ouvert, je sais pas. On met audio, je sais pas. Vidéo, effet général. Je sais pas. Bon, écoutez, pourtant ça a fonctionné tout à l'heure. Je comprends pas. Je réessaye hein, une dernière fois sur le. Je réessaye d'engager le YouTube parce qu'elle est impressionnante cette vidéo quand même. Alors, j'essaye de la partager, hein, d'accord? Ouais, oui. J'essaye à nouveau de la partager, hein. Vous me dites si c'est bon. Je ne mets pas en plein écran parce que. Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez quelque chose ou pas? Non, c'est pas bon. Bon, bah, ok, ok. Non. Je vais envoyer les liens dans Pas le du truc. tout. Voilà, ok. Bon, j'envoie les. Voilà, voilà, on fait comme ça. Et on fait comme ça, hein. On a essayé, hein, Ouais. dites-moi, on a essayé, hein, voilà. Ok. Oui, 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 c'est bon. Pas de problème, pas de problème. Je vais continuer, hein. Oui, oui, je te relaisse Oui. la main. On peut imaginer peut-être un peu le son ou le vidéo. Alors, le chant de supporters de San Lorenzo dicen que estamos todos de la cabeza o San Lorenzo illustre parfaitement comment les relations collectives au monde se condensent dans des situations physiques et esthétiques. Dans cet extrait, nous entendons non seulement des chants rythmés, mais aussi des danses rythmées et une foule de supporters enthousiastes qui se déplacent lentement dans le stade. Le chant de supporters fonctionne quant à lui d'abord comme une salle de résonance horizontale au sens de Rosa. L'articulation simultanée et rythmiquement dense crée une pénétration affective qui fusionne les voix individuelles en un ensemble sonore commun. Les supporters se sentent ainsi efficaces, audibles et clairement situés, une forme d'auto-efficacité collective qui va au-delà du simple fait de chanter en chœur. Cet événement ne nous laisse pas indifférents, au contraire. Nous ressentons la charge affective et émotionnelle et participons à l'intensité vécue, si nous nous laissons aller, bien sûr. En même temps, cet événement peut être précisé à l'aide de l'analyse de Hans-Ulrich Gumbrecht sur les expériences collectives populaires. Dans Crowds, le stade comme rituel d'intensité, il explique par exemple les moments euphorie dans un stade qui résulte d'une part de l'augmentation perçue dans son propre potentiel énergétique et d'autre part d'une synchronisation toujours plus inconditionnelle des mouvements avec les autres corps. Il décrit comment, dans les situations de masse, se forme une atmosphère de présence dense qui n'est pas produite principalement par la communication, mais par le corps. C'est exactement ce que montre la vidéo. Les mouvements du corps, le rythme pulsatoire, le volume sonore et l'harmonie créent une épiphanie du collectif, une apparition de la foule comme une force énergétique plus qu'individuelle. Ce n'est pas un hasard si Gumbrecht parle de corps mystique pour dessiner des communautés qui ne reposent pas principalement sur un savoir commun ou une solidarité, mais plutôt sur une utilisation commune de la voix, ce qui conduit parfois à quelque chose de sacré ou de solennel. Nous connaissons peut-être tous le phénomène qui consiste à chanter en chœur jusqu'à être submergé par les voix, voire à se laisser emporter, par exemple, par les chants des supporters dans le stade ou lors d'un concert pop-rock. Nous le voyons, les voix ont une tendance à la sociabilité et à la compagnie. Elles sont en effet le terreau émotionnel de notre communication, comme Temer a écrit. Gumbrecht souligne que de tels moments de présence permettent des sentiments de densité, de solennité et de dépassement de soi. Ils ne sont pas interprétatifs, mais situationnels.
Dans le stade, cette expérience se manifeste par la fusion temporaire des individus et une masse vocale vibrante. Du point de vue de la théorie de la résonance, il en résulte un double mouvement. Affectivité, le chant touche les individus physiquement et émotionnellement. Réactivité, chaque individu contribue à renforcer l'espace sonore collectif. Transformation, les supporters ne se perçoivent plus comme des sujets isolés, mais comme faisant partie d'un corps social chargé d'énergie. Indisponibilité, l'intensité spécifique naît de manière imprévue de l'ambiance, du déroulement du match et de la dynamique situationnelle. Gumbrecht propose un complément conceptuel. Cette résonance n'est pas seulement une mise en relation avec le monde, mais une suspension temporaire de relations individualistes au profit d'un corps partagé. Le chant des supporters devient ainsi une scène de présence collective condensée dans laquelle la foule elle-même devient un acteur actif. La combinaison des deux approches montre que le chant et la marche des supporters au San Lorenzo est un phénomène de résonance qui non seulement renforce les relations subjectives avec le monde, mais produit également les condensations physiques et atmosphériques décrites par Ruprecht, dans lesquelles le collectif devient pendant un instant une réalité énergique et chargée d'émotions. Voilà. Conclusion en 3 points. La voix comme moyen de résonance relationnelle. La voix s'avère être un accès élémentaire au monde qui non seulement véhicule des contenus communicatifs, mais ouvre également des dimensions affectives, corporelles et situationnelles de l'être au monde. Sa particularité réside dans la combinaison de la corporalité, de la singularité et de la capacité à ouvrir des relations réactives et affectives. Deuxième point, le rythme et l'improvisation comme principe structurel de relations résonantes avec le monde. Le recours au concept prémoderne de rythmos montre clairement que la voix et la résonance doivent être comprises avant tout comme des formes processuelles et émergentes. L'improvisation fonctionne ici comme une pratique paradigmatique dans laquelle la formation rythmique, l'action réactive et l'indisponibilité se condensent de manière exemplaire. Troisième point, l'empirisme comme preuve des dynamiques résonantes. Les analyses d'Ajaro et du chant des supporters de San Lorenzo montrent comment les expériences de résonance sont produites physiquement, affectivement et collectivement. Ces deux cas illustrent la transformation d'expériences individuelles en expériences collectives, ainsi que l'importance de la voix en tant que vecteur de dynamique synchronisante, intensifiante et communautaire. Perspective de recherche. Des recherches futures devraient, premièrement, élaborer systématiquement l'intégration théorique de Rhythmos, de la théorie de la résonance et de la sociologie de la voix, en particulier en ce qui concerne l'analyse non métrique de la temporalité des processus sociaux. Deuxièmement, des études empiriques approfondies sur les pratiques vocales dans différents domaines institutionnels, tels que la pédagogie, la politique, la médiation musicale ou les espaces de communication numérique, sont nécessaires afin de déterminer plus précisément les conditions situationnelles des relations résonantes ou aliénées avec le monde. Troisièmement, un domaine prometteur s'ouvre dans l'étude des phénomènes vocaux collectifs, en particulier en ce qui concerne leur implication atmosphérique, affective et politique. Voilà. Merci beaucoup.